Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais parler d'extrasystole ventriculaire, mais avant de parler des extrasystoles ventriculaires, je vous incite et je vous invite à vous abonner à la page. Donc merci de cliquer en bas de la vidéo s'abonner et également activer les notifications, ce qui permettra de ne pas rater les prochains lives. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous raconter une histoire d'un patient qui a 26 000 extrasystoles ventriculaires et une dégradation de sa fonction systolique ventriculaire gauche avec une cardiopathie dilatée, une fraction d'éjection qui se dégrade à environ 30%. La crainte de son médecin était qu'il ait bien sûr une cardiopathie rythmique d'une part, et d'autre part, que, étant donné qu'il avait beaucoup d'extrasystoles ventriculaires, et qu'il ait un risque élevé de mort subite, et donc qu'il développe une mort subite, et donc bien sûr c'est un élément très embêtant chez un patient jeune. Il a été mis sous petite dose de bêta-bloquants et petite dose d'IEC. Les bêta-bloquants et les IEC n'ont pas été complètement majorés à la dose maximale. Et avec ça, les extrasystoles ventriculaires sur un deuxième Holter étaient moindres, mais il en avait encore quasiment pas loin de 10 000 extrasystoles ventriculaires, essentiellement monomorphes. Lorsque je le vois en consultation, il n'a pas d'extrasystole ventriculaire visible et donc je n'ai pas de morphologie à pouvoir me mettre sous la dent. L'IRM qui a été faite montre une dégradation de la fraction d'éjection ventriculaire gauche avec une fraction d'éjection pas loin de 30%. Donc la question est-ce que vous proposez une ablation de ces extrasystoles ventriculaires à ce patient? C'était une possibilité. Il y avait la possibilité bien sûr de majorer les bêta-bloquants ou de tenter l'ablation. Alors on a arrêté les bêta-bloquants et mis le patient sur table pour voir si on déclenche quelque chose. Et comme vous le remarquez, je suis dans mon bureau et je ne suis pas au bloc parce que je viens de sortir de la procédure. Premièrement, quand le patient est arrivé à l'hôpital, il n'avait pas d'extrasystole ventriculaire sur son ECG d'entrée. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, lorsqu'il est arrivé au bloc, il n'avait pas, ou très très peu, il en avait quelques-unes, mais je pense qu'au total, sur l'ensemble de la période de quasiment 1 heure, il y a eu même pas une dizaine d'extrasystoles ventriculaires relativement monomorphes qui faisaient probablement originaire gauche, originaire du ventricule gauche, mais en tout cas pas assez fréquente. Donc ce patient-là, je ne lui ai pas fait d'ablation bien sûr. Je ne l'ai pas ablaté alors que c'était peut-être mon intention de départ et je n'ai pas fait d'ablation. Bien sûr, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que les extrasystoles ventriculaires sont variables. Et c'est quelque chose qui n'est pas obligatoirement décrit, mais le nombre d'extrasystoles que nous enregistrons au Holter, et c'est pour ça que, bien sûr, alors pour déterminer le nombre d'extrasystoles ventriculaires sur un Holter ECG, il faut une lecture fine et prendre le temps de bien faire les familles pour avoir des chiffres qui soient fiables. Et avec ça, on a des chiffres qui sont très très variables d'un moment à l'autre, peut-être suivant la charge adrénergique, bien entendu suivant le traitement médical. Donc en l'occurrence, on sait que au-dessus d'un certain seuil, et probablement au-dessus de 10% de la journée, c'est pour ça que j'ai ce seuil psychologique des 10 000 ESV sur 24 heures, on a envie de proposer quelque chose, on a envie de proposer un traitement, soit un traitement médicamenteux, soit un traitement ablatif, même si on n'a pas la preuve absolue, si le patient n'a pas de fraction d'éjection altérée, qu'il faut l'ablater. En cas de fraction d'éjection basse, on suspecte bien sûr une cardiopathie rythmique, on suspecte que cette irrégularité du rythme a favorisé le développement d'une insuffisance cardiaque, et c'est pour ça qu'on propose de supprimer ces extrasystoles, soit par le traitement médical, soit par l'ablation, soit par les deux. Dans ce cas-là, vous voyez que les extrasystoles ventriculaires sont variables. Et au moment où nous on le voit, en hospitalisation, voire en salle d'électrophysiologie, il n'en a quasiment pas. Ça veut dire quoi? Probablement, mon hypothèse, c'est que ce patient, ses extrasystoles ventriculaires sont probablement secondaires à sa cardiopathie et pas responsables de sa cardiopathie. C'est toujours difficile, que ce soit pour l'AFA ou que ce soit pour les extrasystoles ventriculaires, de déterminer qui est l'œuf et qui est la poule. Vous pouvez avoir des extrasystoles ventriculaires qui favorisent le développement d'une insuffisance cardiaque, mais vous pouvez bien sûr avoir une insuffisance cardiaque qui favorise le développement des extrasystoles ventriculaires, voire de tachycardie ventriculaire. Alors dans ce cas précis, quelle a été l'attitude? L'attitude, ça va être de majorer le traitement médicamenteux parce que je pense qu'il a une vraie cardiopathie et je pense qu'il a besoin dans ces cas-là d'une majoration de son traitement médical à la dose maximale tolérée, notamment les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les bêta-bloquants, voire après d'autres médicaments qui vont remplacer les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et voire également plein de nouvelles classes thérapeutiques qui vont arriver dans les mois à venir en France. Donc il va nécessiter
un ajustement et un renforcement important de son traitement médicamenteux avec une surveillance des extrasystoles ventriculaires. Notre objectif, bien sûr, c'est de le faire passer au-dessus d'un seuil pour lequel il y aurait un risque de mort subite plus important. Alors ce seuil est pour la fraction d'éjection, environ 35%. Pour les non-spécialistes, les non-cardiologues, je vous rappelle que la fraction d'éjection normale, c'est d'environ, on va dire, 60-70%. C'est la portion de sang que le cœur éjecte. Et il n'éjecte jamais tout, il garde une partie. C'est pour ça que la fraction d'éjection n'égale jamais 100%. Donc, et on sait que le risque de mort subite augmente à partir d'une fraction d'éjection à moins de 35%, et plus elle va être basse, plus elle va être élevée. Plus le risque de mort subite va être élevé. Donc là, quand on a une fraction d'éjection entre 30 et 35, sur une cardiomyopathie dilatée non ischémique, le risque de mort subite probablement n'est pas majeur, et probablement on arrivera avec les médicaments à le faire passer au-dessus du seuil et lui éviter quand même un défibrillateur à un âge jeune. Les messages d'aujourd'hui, c'est que les extrasystoles ventriculaires sont variables et peuvent varier de manière très importante. Les messages d'aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas, je vous montre souvent des vidéos d'ablation, de belles cartes en 3 dimensions, etc. Mais de dire qu'on est avant tout médecin et qu'on garde de manière raisonnable un rapport bénéfice-risque pour évaluer nos procédures et pour proposer le mieux à chacun. Et puis le message également, c'est de regarder le risque de mort subite suivant un certain nombre de critères, notamment la fraction d'éjection. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Comme à l'habitude, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit pouce. Et puis, merci de vous abonner encore. Merci de m'avoir suivi. Et à bientôt. Bye bye.